Hop. Bonjour à tous. Bonjour Christophe. Bonjour Hervé, bonjour à tous, bienvenue sur ce talk de l'IFPNM. Nous sommes ravis de vous accueillir, n'est-ce pas Hervé? Ah, on est très très heureux et puis c'est le premier d'une belle série qui se profile. Absolument, absolument. Et pour ce premier talk, eh bien, nous allons vous parler des trois phases de l'après-confinement. Doit-on s'attendre à des départs massifs? C'est ce sujet que nous allons aborder avec vous. Merci à tous ceux qui ont déjà posé un certain nombre de questions. Vous avez vu, nous avons choisi un format court. Eh bien, notre enjeu, c'est de le respecter. On ne pourra peut-être pas répondre à toutes vos questions, mais on s'efforcera néanmoins d'y répondre. Ok, c'est parti. Eh ben, Allons-y. commençons alors. Allez. Allez, zou. Alors une Alors, crise comme les autres, Christophe, ou pas du tout? c'est un point important parce que aujourd'hui, vous le savez, nous sommes en train de vivre une crise qui est une crise absolument inédite, qui n'a jamais eu lieu dans toute l'histoire de l'humanité, et en particulier, nous nous retrouvons face à une crise dans laquelle se trouvent confinés près de 4 milliards d'humains. Et si on prend un petit peu l'histoire des crises précédentes, à chaque fois, les crises ont été à l'origine, ou plus exactement, l'origine de ces crises, c'était la différence entre, ou le grand écart qu'il y a eu entre l'économie réelle et l'économie spéculative. L'argent a disparu d'une part, et deuxièmement, l'origine était toujours un secteur. Et si on remonte très très loin, même en 1847, l'origine était un écart entre le niveau de vie des gens, voire la famine dans certains pays comme l'Irlande, et puis une explosion spéculative autour du chemin de fer. En 1929, une bulle spéculative. Vous imaginez que les gens qui pensaient posséder 100, eh bien, au bout de 3 ans, ne possédaient plus que 13. L'argent avait disparu à hauteur de 87%, c'était juste énorme. Après, je ne vous refais pas toute l'histoire, vous la connaissez. Le choc pétrolier en 73, la crise de l'immobilier, la bulle Internet, et puis la bulle spéculative plus récemment que nous avons connue, qui est la bulle des subprimes, où là, l'argent a disparu. Dans le Covid-19, eh bien, il n'y a pas l'origine de la crise n'est pas l'écart entre l'économie réelle et l'économie spéculative. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que l'argent n'a pas disparu, l'argent a juste arrêté de circuler. Et deuxièmement, l'origine n'est pas un secteur, l'origine est véritablement une cause extérieure à l'économie. Voilà. Donc, une seule chose à retenir, une différence fondamentale. L'argent a arrêté de circuler alors qu'au précédent, au préalable, dans les autres crises, toutes les autres crises, l'argent avait purement et simplement disparu. Alors, finalement, quand on regarde aujourd'hui la partie suivante, ces crises révélées par le Covid-19, eh bien, il y en a deux. La première, une crise de l'emploi. Aujourd'hui, il y a 436 millions d'entreprises dans le monde qui font face à des risques élevés de perturbation. Et à côté de ça, vous vous retrouvez face à 1,6 milliard de travailleurs dont l'économie peut se trouver fragilisée, voire grandement affectée. Eh bien, il va y avoir des impacts au niveau de l'entreprise, avec des stratégies mises en place pour limiter les effets. Et puis au niveau des individus, il va y avoir forcément des éléments liés à la perte d'emploi, des mises à l'écart et surtout à une incertitude qui pèse aujourd'hui sur de nombreux individus. Et puis il y a une crise sous-jacente qui est la crise de l'organisation. Et quand on regarde bien, le Covid-19 n'a peut-être fait qu'accélérer les choses. Cette crise était déjà présente, elle était déjà latente et peut-être aussi elle était déjà oubliée. Ce dont nous allons vous parler maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces deux crises-là et quels enjeux peut-on mettre en avant, en particulier sur les éléments liés à la crise de l'organisation, n'est-ce pas Hervé? Alors tout à fait. Si on regarde, on vient de voir des chiffres du Bureau international du travail, de l'Organisation internationale du travail, et si on regarde les chiffres en France, France Stratégie a sorti une étude il y a quelques jours sur cette question. France Stratégie a classifié les métiers pour savoir quelles étaient les vulnérabilités ou les fragilités qui étaient derrière. Donc il y a, selon
cet organisme euh, cinq types d'emplois fragiles. Il y avait déjà avant, Christophe, des emplois déjà qui étaient précaires. Ce sont des contrats à durée déterminée, souvent courts, saisonniers. Euh, la relation avec l'entreprise est relativement éphémère. Donc 4,2 millions de contrats qui sont plutôt précaires, avec derrière une réponse de l'entreprise qui était une stratégie à court terme, une stratégie de compétences, de savoir-faire, mais relativement faible sur ces questions-là. Et puis s'ajoute à ces emplois qui sont fragiles, des emplois qui sont vulnérables par la crise économique. On en entend parler tous les jours, c'est 4,3 millions de travailleurs qui sont touchés, que ça soit dans l'hôtellerie, la restauration, que ça soit dans les transports, les services à la personne, l'art, le spectacle, par exemple. Et on voit apparaître des questions sur l'investissement qu'on va mettre sur eux, sur l'avenir et sur la réponse que va donner les entreprises. Est-ce que ça va être une vision défensive des licenciements, du chômage, de l'arrêt de certains contrats, ou au contraire, c'est un investissement qui va être plutôt offensif pour pouvoir relancer ces entreprises. Et puis, il y a également nos héros dont on parle tous les jours. Nos premières lignes sont 10,4 millions de personnes. Ce sont plutôt des gens de la santé, de l'alimentaire, de la propreté, de la distribution. 65% sont des femmes. Et c'est une réponse aujourd'hui, c'est une réponse au quotidien, une réaction, on le voit bien tous les jours, hein. On réagit à la crise. Et puis deux autres populations, les emplois hyperconnectés, les marathoniens du travail, 3,9 millions d'emplois qui continuent à travailler. Eux sont touchés par des stratégies d'organisation, par des tactiques technologiques. J'ai vu apparaître une question sur la digitalisation, parce qu'on en parlera tout à l'heure, hein. Et puis, il y a une dernière population qui est touchée et qui fait partie, donc, qui représente 4 millions, c'est les professions intermédiaires qui sont en attente et qui sont dans un sas d'attente, c'est-à-dire, ça fait partie des 20 stratégies qu'on développe dans les organisations, hein, avec Christophe. Ces sas d'attente, c'est quoi? C'est du chômage partiel, c'est de la formation. Et on verra que pour chacun de ces différents métiers, bah, il y a des impacts différents sur la prise de conscience qu'on a de la crise, de la prise de conscience qu'on a de l'après-crise, et puis également des réponses qu'il faut donner à ces emplois, à ces travailleurs, à ces salariés. Absolument. Et donc, Absolument. Et on voit bien, hein, cette crise, elle nous touche sous trois manières différentes. Trois sphères rentrent en résonance. Alors, la première sphère, c'est la vie personnelle. On le voit bien, déjà précédemment, les conditions de vie influençaient beaucoup, hein. Quand on est un salarié dans des conditions précaires, forcément, on a des problèmes également de trésorerie, de conditions de vie, mais également parce qu'on doit s'occuper parfois de ses proches. Donc, on voit que en ce moment, ces conditions de vie sont exacerbées, en tout cas, ces facteurs sont exacerbés par la suite. Et puis, il y a une deuxième partie qu'on oublie souvent, et ça a été relevé par Samantha Brooks du King's College en 2003, qui a fait l'état de 23 études sur 11 pays sur des confinements du fait de la maladie, que ça soit le SARS, que ça soit H1N1, etc. Et ce qu'on remarque, c'est que à cela, à ces conditions de vie, se rajoute la colère, le manque de confiance, la dépression, l'anxiété, des problèmes de vigilance, d'abus de médicaments et d'alcool. On reviendra d'ailleurs sur ce sujet dans un prochain talk sur les addictions. On devient donc plus vulnérable. Donc il y a cette première sphère de vie personnelle qui est touchée. Et puis il y a deux autres sphères, notamment la vie professionnelle, les conditions de travail. Forcément, on a vu tout à l'heure les hyperconnectés, par exemple, qui étaient touchés dans leur manière de travailler, dans les conditions de travail à distance. C'est d'ailleurs un autre talk sur lequel nous reviendrons prochainement. Et puis, il y a ces questions de rythme, de pénibilité, de contrat de travail. Et puis, enfin, il y a la sphère de l'équipe. C'est tout ce qui touche à l'organisation, à l'interaction avec les autres, et puis dans un objectif commun qui est de réussir dans l'entreprise. Donc, on a bien trois sphères avec des questionnements sur différents sujets, et la crise ne fait que augmente
un cocktail perturbant en fait de différentes difficultés et on rajoute certains également. Ce qui pose des questions sur les types de départ possibles, j'imagine, Christophe. Absolument. Et c'est vrai que, comme vous l'avez vu dans le titre, doit-on s'attendre à des départs massifs? Eh bien, notre enjeu n'est pas de mettre en œuvre une boule de cristal que nous n'avons pas, de vous donner le numéro du loto du samedi pour le tirage du vendredi. Voilà, ça, c'est pas notre métier. Actuellement, je crois qu'il y en a qui le font très bien. Notre enjeu est peut-être de vous ouvrir quelques perspectives pour savoir à quoi s'attendre. Eh bien, déjà, quel type de départ possible? Vous le voyez, il y en a trois. Le premier, c'est les démissions, avec des parcours professionnels du salarié, des quêtes de sens, éventuellement, parce que le confinement a amené certainement une rencontre qui est parfois rare, c'est la rencontre de soi-même avec soi-même, et avec tout ce que ça peut générer, parfois, de prise de conscience, mais aussi de difficulté à dire est-ce que je continue comme ça, ou est-ce que je modifie l'orientation de ma vie. On le verra dans le talk 2 autour du sens. La deuxième raison qui vient, deuxième type de départ possible qui vient à l'esprit, c'est bien sûr, suite aux difficultés financières des entreprises, eh bien, ce sont les licenciements économiques, bien sûr. On reviendra après sur quelques historiques de chiffres pour que vous ayez tout ça en perspective. Et le dernier, c'est d'autres types de ruptures qui seront... Et finalement, aujourd'hui, pour avoir discuté avec beaucoup de dirigeants d'une part, et puis avec un certain nombre de managers, de salariés, eh bien, certains d'entre eux ont exprimé leur frustration importante de ne pas s'être sentis soutenus pendant ces 2 mois. Des dirigeants disant, tu te rends compte, mes salariés que j'ai accompagnés pendant de nombreuses années, il y en a quelques-uns qui n'ont pas pris la peine de savoir comment l'entreprise allait, l'entreprise qui les emploie, et comment le dirigeant lui-même allait. Et à l'inverse, il y a des salariés qui eux-mêmes sont en manque de contact avec leur patron, avec leur cadre, avec leurs dirigeants, parce que eux-mêmes essaient d'avoir des contacts et ne se trouvent pas toujours, je dirais, en lien. Et l'absence de soutien est forcément réciproque. Et je voudrais partager ce chiffre-là qui a été établi en 2018 et qui montre le taux de sortie en CDI selon les principaux motifs de rupture. On ne va pas rentrer dans le détail de ce document-là, juste pointer en avant la chose suivante. C'est que, y compris dans les périodes de crise importantes comme 2008-2009, eh bien, le taux de démission a toujours été 2 fois supérieur au taux de licenciement économique et rupture conventionnelle, c'est-à-dire les deux étant mis en même temps, puisque le licenciement économique a subi un glissement au profit de la rupture conventionnelle. Si on regroupe les deux, on se rend compte que globalement, c'est un ratio de 1 à 2, et c'est important de souligner. Il est difficile de dire, de prévoir quels vont être les chiffres actualisés dans cette crise-là, mais tout le monde s'en souvient, la crise de 2008 était une crise très compliquée pour de nombreuses entreprises. Il n'en reste pas moins vrai que le taux de démission a toujours été 2 fois supérieur au taux de licenciement économique et rupture conventionnelle. En tout état de cause, on peut dire que, Hervé, il y aura donc 3 phases à gérer dans cet après-confinement. Alors tout à fait, il y aura donc 3 phases euh, qui probablement arriveront, hein. C'est important de les voir par rapport à ce qu'on s'est dit précédemment. Les 3 sphères, personnelle, professionnelle, et puis la question du groupe, de l'interaction avec le groupe. Et puis également ce que tu disais, Christophe, sur la part de gens qui démissionnent. Dans une grosse partie, c'est pour des questions de sens, de valeur, de recherche de nouveaux projets, etc., etc. Donc il faut bien voir ces 3 phases dans cette dynamique-là. Donc il y a une première phase qui est plutôt une phase que moi j'appelle d'accordéon. Pendant toute cette phase qui va durer probablement jusqu'à octobre-novembre. Voilà, hein, parce que le temps que euh, l'économie redémarre, on va avoir une phase donc d'accordéon avec des moments d'accélération et des moments de gros ralentissement. Et surtout, ce qu'il faut remarquer dans cette phase-là, c'est 2 autres choses. C'est l'inefficience de beaucoup de nos actions, hein, du fait qu'on va vouloir rattraper du chiffre d'affaires,
des questions de rattraper des clients, de proposer de nouveaux produits, etc., etc., de se réorganiser également, il va se faire que on va utiliser beaucoup plus d'énergie pour arriver à ces niveaux-là. Grosso modo, on pourrait très bien avoir un genre de règle de Pareto, hein, avec, pour obtenir 20% de plus, il nous faudra 80% d'énergie. Donc, il y a vraiment une inefficience dans nos organisations qu'on va avoir parce qu'on va mettre énormément d'énergie pour rattraper le temps perdu. L'autre point, c'est la mise en avant de non-sens. Ces non-sens existaient précédemment dans l'entreprise. Mais du fait de notre quotidien, forcément, on les, on les gommait un peu plus. On dira ça, Christophe. On les gommait. Et donc, la crise faisant, et pour certaines populations qui se sont retrouvées en première ligne, qui se sont retrouvées en chômage partiel, qui se sont retrouvées à avoir leur CDD arrêté, etc., bah, il y a une prise de recul de la sphère professionnelle et de la sphère individuelle. Donc, c'est un moment de peser, de questionnement sur qu'est-ce que je fais dans l'entreprise, qu'est-ce que j'apporte, qu'est-ce que l'entreprise m'apporte, qu'est-ce que m'apporte l'interaction avec le groupe, etc., etc. On va avoir une suite de questions, et puis en plus va arriver le temps des vacances, qui va être relativement perturbé, et qui va rajouter à l'intérieur une suite de questionnements, voire même de méfiance par rapport à la situation. Donc une phase 1 qui va durer jusqu'à octobre-novembre. À partir de là, on va se retrouver dans ce qu'on appelle l'hiver, c'est-à-dire une phase 2 qui va aller à peu près de novembre jusqu'à mars. Ça dépendra du temps de réaction des individus. Ça sera une phase de cristallisation, une phase où les gens, suite à cette première phase où ils se seront posés des questions, il y aurait eu des réponses de la part de managers de direction, ils vont prendre leurs décisions. Des décisions de départ, s'ils en sont capables, mais aussi des décisions inconscientes de démotivation. Et donc, on va voir apparaître de nouveaux automatismes, de nouvelles habitudes, et puis, et de l'autre, une préparation de l'avenir. Donc une phase 2 où chacun ayant la connaissance des cartes de l'autre, notamment de celle de l'entreprise, va prendre des décisions pour son futur. Est-ce que ça sera un futur avec l'entreprise ou en dehors de cette entreprise, ou de cette structure ou de cette organisation? Et puis, à partir du mois de mars, on va avoir une phase 3. C'est-à-dire, on l'a vu, hein, les courbes démontrent un taux de démission qui va probablement continuer de ce type-là, qui va peut-être même augmenter. Donc, on va avoir des départs relativement importants. Il faut bien avoir en tête que la plupart des gens qui démissionnent sont ceux qui ont la connaissance, le savoir-faire, les compétences. Donc, y aura-t-il comme une descente aux enfers ou, au contraire, du fait qu'on aura en phase 1 et en phase 2 pris conscience des difficultés, des automatismes, d'en avoir discuté, d'avoir communiqué, d'avoir travaillé ensemble, d'avoir trouvé des solutions ensemble, est-ce que ça sera une opération réussite? La question est là. Descente ou opération réussite? Ça dépendra véritablement des choix des salariés, des choix des managers, de la direction et de l'organisation dans son ensemble. Ce qu'il faut avoir en tête quand même, c'est les priorités RH en 2020. J'ai sorti un baromètre RH et Elevato en 2020 et j'avais posé la question des priorités. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y avait 3 priorités qui ressortaient. Améliorer l'engagement des collaborateurs. 87% des entreprises interrogées nous ont demandé d'améliorer l'engagement des collaborateurs. Le deuxième, c'est de soutenir et accompagner la transformation de l'entreprise. 81%. Et d'attirer et de retenir les salariés. 62% avant la crise. Donc on remarque bien qu'on va devoir, sur ces 3 sujets-là, accentuer nos efforts, trouver des solutions pour être en phase 3, en mesure de continuer à se développer et à passer la crise avec moins de soucis. Et donc, ça pose une question sur la gestion périlleuse pour les directions et les managers. On a vu tout à l'heure les 5 typologies
de travailleurs. Et donc, il va falloir trouver pour chacune d'entre elles des réponses à leurs questions, à leurs enjeux. Que ce soit pour les emplois précaires, ils étaient déjà méfiants face à l'entreprise, face à l'organisation. Ils sont dans le cas d'instabilité, il faudra trouver un besoin de sécurité. Quant aux emplois vulnérables par la crise économique, qui recherchent aujourd'hui des réponses sur la problématique de la sécurité de l'emploi et puis par la remise en cause de leur parcours professionnel, il faudra trouver des objectifs de développement. Et puis également pour les autres, nos héros et nos premières lignes qui sont aujourd'hui à plein régime, c'est la question de l'estime du travail, c'est la question du risque sanitaire et puis de la charge de travail également. Donc c'est une question pour les managers, pour la direction de revalorisation et de valorisation, si ça n'a pas été fait. Et puis pour nos emplois hyper connectés, c'est une question de charge mentale. Aujourd'hui, des difficultés à faire la différence entre vie professionnelle et vie personnelle, on le voit bien hein, pour ces 3,9 millions. C'est la question de l'intensité, de la gestion de vie. Ça sera un besoin d'attention et de suivi de dérives, dont on reviendra, on l'a dit, dans un autre talk par la suite. Et puis enfin, nos professions intermédiaires qui ont été pour beaucoup dans des chômages partiels, qui ont été dans des parcours de formation. Là, ils étaient dans des questions de sas d'attente. Là, les managers et les directions vont devoir dire en quoi était utile ce sas d'attente. Et donc, au niveau de l'utilité et puis de la question de désocialisation de ces publics, ça sera le besoin de les réimpliquer dans les projets de la structure. Si, quand on a dit ça, quelles sont les 3 actions que rapidement, si on travaillait avec vous, et c'est ce qu'on fait dans d'autres entreprises en ce moment, hein, quelles sont les 3 actions qu'on met en place? La première, qui paraît surprenante, c'est de proposer une relecture des événements. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment, on ne peut pas recommencer comme précédemment, il faut sortir de nos habitudes, et le bilan est vraiment salutaire pour repartir sur de bonnes bases et éliminer toutes ces tensions accumulées avant, on l'a dit, hein, des choses qui n'ont pas été réglées avant la crise et pendant la crise, parce qu'on a vu qu'il y avait des choses qui se développaient, des questionnements qui se développaient durant cette crise. Donc on vous propose un exercice qui est très simple, c'est chacun choisit entre 3 et 5 moments de défaillance collective, moments extraordinaires vécus, moments déplaisants et moments agréables. Pourquoi ces 4-là? Parce que ça travaille sur des automatismes différents dans l'organisation. Voilà. Sur des points qui sont importants sur lesquels vous devez travailler. Que nous, on appelle les métabolismes de l'entreprise, le métabolisme de l'organisation et qui permet d'atteindre des objectifs. Donc, bien voir des moments de défaillance collective, des moments déplaisants, des moments extraordinaires et des moments agréables. Et de choisir ensemble pour chacun de ces cadrans 3 principaux et de regarder les similitudes entre ces 3 moments de défaillance, moments extraordinaires, etc. Dans un premier temps, pour sortir les points positifs et les points négatifs et les choses surprenantes. Et puis, par la suite, si vous avez encore du temps, vous regardez cadran entre cadrans. Donc, je vous propose surtout deux singularités. C'est entre moment de défaillance collective et moment déplaisant. Vous allez voir, il va se passer quelque chose en lisant les 6 points ensemble. Et puis la même chose au niveau du moment extraordinaire et du moment agréable. Vous allez voir aussi des moteurs, des choses intéressantes à sortir et sur lesquelles vous pourrez bâtir par la suite des valeurs, du sens, des objectifs, etc. Donc ça, c'est au niveau de l'action anti-échec numéro 1, proposer une relecture des événements. Deuxième point qu'on vous propose, c'est d'apprendre à célébrer. Il est très, très important dans nos organisations de célébrer, parce que ça fait partie des rites qui ont été oubliés dans nos pratiques managériales. On vit
tous les jours, en tout cas, sans prendre compte de ce qui s'est passé, des actions qu'on a montées ensemble. Et c'est vraiment important de retrouver ce rite-là et de sortir de cette banalité. Donc, de retrouver une cohésion d'équipe, une cohésion d'organisation pour donner du sens à nos actions. Et ça permet également de faire quoi? De proposer un arrêt sur image, de prendre le temps de regarder ce qui a été réussi dans l'entreprise et puis d'avoir une motivation à moindre frais. Avec tout ce qui a été fait précédemment, ça serait dommage de ne pas utiliser ces actions, ces projets pour par la suite aller plus loin. Et puis, donc, ça permet également de préparer l'avenir en proposant de repartir de ces célébrations, de ces actions qui ont réussi, pour rebondir dessus et partir sur de nouvelles actions. Donc, apprendre à célébrer, c'est vraiment l'action anti-échec numéro 2 qu'il faut mettre en place. Et puis, il nous reste une action anti-échec numéro 3. Absolument. Et ce que tu viens de dire est absolument fondamental. Je crois que culturellement, dans nos sociétés, dans nos entreprises, la culture de la célébration n'est pas une culture très présente. Or, quand on regarde bien, retrouver ce rite de la célébration, comme tu l'as dit, Hervé, ça permet de donner du sens à nos actions et de préparer l'avenir. On oublie trop souvent ça, on pense que célébrer, c'est se ramollir, célébrer, c'est pas utile, célébrer, etc., etc. En fait, c'est absolument fondamental. C'est un des carburants de l'essence, de la motivation et des actions futures. La dernière action anti-échec, eh bien, on en parlait, c'est de retrouver du sens. J'aime bien cette phrase qui consiste à dire que, et je la lis telle quelle, ce n'est plus aujourd'hui un accessoire de luxe du manager que de se poser les questions de sens pour son entreprise, pour son équipe et pour lui-même. Il est tout à fait vraisemblable, et on le verra dans le talk sur le sens de jeudi prochain, que la question de sens a été une question qui a volontairement ou involontairement été mise de côté au profit d'autres enjeux qui ne sont pas ceux-ci. Bref, quand on regarde bien finalement, la question consiste à retrouver le sens. Alors vous allez me dire comment faire. Déjà, de quel sens parle-t-on? Et vous verrez, je dis, il y a 3 types de sens. Il y a l'identité, le sens de qui l'on est. Il y a la perception, qu'est-ce qu'on ressent, comment on perçoit ce que nous vivons. Et puis il y a la direction, le sens, au sens de chemin, aller vers. Et finalement, quand on fait le point de ces 3 types de sens, on se rend compte que c'est ça qui nous donne le carburant pour pouvoir avancer dans les différents moteurs de l'entreprise. Ce que nous appelons, nous, l'Energy Team Efficiency, c'est-à-dire, sur ces différents moteurs-là, on va pouvoir mettre du carburant, mettre de la fluidité, permettre à l'énergie humaine d'éviter les forces de frottement. Vous savez, les périodes où on a l'impression qu'on a le pied sur l'accélérateur à fond, mais on se rend compte que parfois, soi-même ou à l'intérieur de l'entreprise, on a aussi le pied sur le frein. On avance, mais pas sans dommage. Et finalement, travailler sur la vision, la mobilisation, sur les territoires, c'est-à-dire aussi bien le principe d'une stratégie globale et avec son contexte en local, c'est extrêmement important, mais aussi sur la cartographie du territoire je dirais, à l'horizontale, c'est-à-dire pourquoi régler un problème, on le verra dans le talk 3 sur le cadre de travail et les procédures. Régler un problème en créant 2 autres dans les services d'à côté, est-ce que ça a vraiment du sens? Donc c'est une vraie question. La gestion des ressources aussi, ça c'est absolument important, et les ressources humaines en particulier. Le tech management où comment, il y a une question à laquelle on répondra tout à l'heure sur l'impact de la digitalisation, eh bien, quel est l'impact et l'influence des nouvelles technologies sur nos pratiques managériales. Et puis enfin, tout ce qui est aujourd'hui des sujets importants qui doivent être traités à part entière, ce sont les équilibres intergénérationnels et les équilibres hommes-femmes. On ne peut pas aujourd'hui faire l'abstraction dans ses pratiques managériales de ces 2 moteurs-là aussi. Voilà sur les différents enjeux. On arrive au terme de notre premier talk. Eh bien, si vous voulez, ce que nous vous proposons, c'est de répondre déjà à un certain nombre de questions que certains d'entre vous nous ont posées, soit par mail, soit à l'occasion du chat en direct.
n'hésitez pas à poser d'autres questions, mais on va déjà répondre aux premières questions, n'est-ce pas Hervé? Tout à fait. Alors moi, j'ai une première question qui m'a été posée par mail, qui était, tout à l'heure, je parlais de 20 actions possibles dans comme stratégie hein, d'organisation. Je suis pas venu dans les détails sur cette question-là parce que c'était pas le talk du jour. Très rapidement, hein, quand j'ai présenté les différents points de France Stratégie, hein, les différentes classifications en tout cas, familles de métiers vulnérables, j'ai parlé de 20 actions. Ces 20 actions, ce sont des actions qu'on met en place, nous, dans les entreprises, qu'elles soient de la restauration, qu'elles soient de l'automobile, qu'elles soient de l'aéronautique, qu'elles soient du naval, etc., pour répondre à la crise. Alors, ça peut être des actions qu'elles sont défensives, hein, l'arrêt de certains contrats, les problématiques d'externalisation de compétences, etc. Mais ça peut être également les sas d'attente dont on a parlé, hein, chômage partiel, la question de la formation. Je, je vous souligne que c'est vraiment important, ces sas d'attente. C'est pas juste de l'attente, il faut les utiliser pour rebondir par la suite, hein. Faire de la formation pour faire de la formation, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et puis enfin, il y a des stratégies offensives qui permettent à l'entreprise de ne pas répondre forcément à court terme, mais de préparer à moyen et à long terme, nos fameuses phases 3 de tout à l'heure, euh, leur avenir, que ce soit par des partenariats, que ce soit par des groupements d'entreprises, etc., etc. Il y a une vingtaine d'actions possibles, 20 leviers qui permettent. Il y avait une deuxième question qui m'a été posée également, qui était sur est-ce que le style de management influence euh, enfin, la réponse qu'on doit donner à la question de l'après-confinement. Forcément, le management va avoir une influence parce que il est normalement en lien avec votre signature de l'organisation. Tu es d'accord, Christophe? Absolument, absolument. Je dirais aujourd'hui, l'organisation a son propre métabolisme, a sa propre signature, son propre ADN. Et aujourd'hui, vouloir dupliquer des méthodes de management au motif qu'elles seraient dans la tendance est aujourd'hui peut-être inapproprié. On a tous nos formes de corps, nos formes de fonctionnement, et l'entreprise, entre guillemets, génère elle-même son propre mode de fonctionnement. Donc, qu'on soit une entreprise qui soit plutôt créative, qu'on soit une entreprise qui est plutôt avec des signatures qu'on va appeler de pouvoir ou de coopération, bah, forcément, on ne mettra pas en place le même management euh, en, en post-confinement, en après-confinement. Donc ça, c'est. Est-ce que tu as eu d'autres questions? J'ai cru voir tout Oui, à l'heure la question du turnover du top manager. absolument. Aurélien qui nous pose la question suivante. Faut-il s'attendre à un gros turnover des top managers avec une arrivée de profils plus aptes à la prise de décision? Alors Aurélien, je voudrais vous répondre de la façon suivante. Euh, Depuis maintenant 2013, actualisé en 2017, des études ont été faites au niveau mondial montrant le taux de désengagement des salariés. Et en France, nous sommes en 143e position sur 155 pays. 9 salariés sur 10 sont désengagés en France, dont 25% activement. Bien sûr, on voit les 25% activement, mais on ne voit pas forcément ceux qui sont passivement désengagés. Et là où je rejoins votre question, c'est que confinement ou pas confinement, il est étonnant que avant cette période de confinement, avant cette crise de Covid-19, il n'y ait pas une sorte d'électrochoc dans le monde managérial pour dire qu'est-ce qu'on va faire de ce désengagement-là. Eh bien, chaque entreprise va devoir trouver sa propre réponse. Ce que je peux dire néanmoins, c'est que le top manager ne pourra plus faire l'économie d'un management agile, au sens où non seulement il devra apte à prendre des décisions, mais aujourd'hui, culturellement, on est déjà formaté pour prendre des décisions. Vous savez, on est un petit peu en circuit court, c'est-à-dire qu'on prend une décision et puis on regarde les conséquences. Puis on regarde les conséquences, on les évalue et on ajuste nos décisions, nos plans d'action. OK. Eh bien, quand on regarde bien, si on rejoint les différents éléments du métabolisme de l'entreprise, on se rend compte qu'il y a des étapes préalables qui sont quelle est l'évaluation du contexte dans lequel on se trouve. Première chose, ça paraît
je dirais, assez, je dirais, anecdotique, mais finalement se précipiter dans l'action sans avoir évalué clairement ce qui se passe et quels sont les enjeux, aurait peut-être pu d'ailleurs permettre à une société comme Kodak d'éviter de sortir complètement du marché. Voilà. Le deuxième élément, c'est aussi des éléments liés au sens et à la vision. Et à partir du moment où tous ces éléments sont rassemblés, eh bien, toutes les décisions peuvent être prises comme un peu des pièces de puzzle qui s'assemblent entre elles et qui vont permettre non seulement aux dirigeants, mais aux membres du comité de direction et aux différents managers de comprendre ce qu'ils demandent à leurs collaborateurs et du coup de simplifier considérablement leurs actions managériales. Voilà, donc finalement, un turnover des top managers, peut-être plutôt une mutation, on pourrait dire. Une mutation, en tous les cas, absolument nécessaire. Voilà, Hervé, pour cette question-là. Il y avait une question qui nous a été posée par Nathalie. Tout à fait. Doit-on s'attendre à une explosion de la digitalisation au détriment de l'homme et de la relation entre les hommes dans les équipes? Qu'en dis-tu, Hervé? Alors, c'est une question d'ailleurs qu'on va traiter sous une première forme durant un prochain talk sur le travail à distance. Comment le management doit être influencé par ces nouveaux modes et forcément des modes qui vont utiliser de plus en plus de la digitalisation. Cette question de la technologie, c'est pourquoi mettons-nous de la technologie dans les organisations? Ça, c'est la première question. On a souvent, quand on nous appelle, très souvent, il a été choisi des technologies pour des fonctionnalités, mais sans prendre en compte l'intérêt pour l'organisation. Or, on le sait très bien aujourd'hui, c'est pas parce qu'on a une super technologie que cependant, on va pouvoir avoir une organisation qui va être plus efficace, plus efficiente, plus performante et répondre aux objectifs. Il y a des études qui sont sorties qui démontrent que on utilise moins de 30% des technologies sur lesquelles on investit dans les entreprises. 30%. Donc ça, c'est le premier point qu'il faut prendre en compte. Donc c'est la question de pourquoi j'intègre des technologies. Pourquoi j'intègre de l'intelligence artificielle. Pourquoi j'intègre des automatismes. Pourquoi j'intègre un ERP, etc., etc. Et ça demande un travail amont pour voir en quoi ça peut aider par la suite. Et donc, pour répondre à votre question sur est-ce qu'il va y avoir une explosion de la digitalisation, forcément, on est dans une bulle sur laquelle on voit apparaître de nouveaux produits de digitalisation et on voit, j'ai travaillé sur cette question d'intelligence artificielle dans les organisations, on voit bien que on va intégrer ces nouvelles technologies pour avoir une valeur ajoutée différente, pouvoir proposer des produits, pouvoir répondre différemment aux clients, etc., etc. Là où les managers, les ressources humaines, les directions et ceux qui investissent sur les technologies vont devoir faire très attention, c'est à l'interfaçage entre l'homme et ces technologies-là. Que ça soit dans les ressources humaines, je le vois bien, sur des missions que nous avons en cours, où on vient mettre des technologies, on les appelle en organisation, et où il y a des grosses mutations technologiques à l'intérieur, très souvent, il faut, si ça n'a pas été pris en compte, cette interaction pour pouvoir en tirer et pour motiver les équipes, on est à côté de la plaque. Donc, c'est un cas, Nathalie, vous avez raison, il va y avoir une explosion de la digitalisation. À nous de faire attention que ça ne soit pas au détriment de l'homme et de la relation entre les hommes dans les équipes. Et notamment, on l'a vu, les hyperconnectés, ceux qui, du jour au lendemain, se retrouvent à devoir gérer vie professionnelle, vie personnelle, et puis les autres également que nous avons cités sont également touchés par cette explosion de la digitalisation. Il faudra faire très attention. Très bien. Merci, merci Hervé pour cela. Nous arrivons au terme de notre premier talk. Je voudrais, parce qu'on n'a pas pu répondre à toutes les questions, Dominique par mail nous avait posé une question sur qu'en est-il du mouvement, de l'humain, à l'issue de cette crise du
Covid-19. Dominique, juste de vous proposer de suivre l'un des talks, je crois que c'est le numéro 8 de mémoire, où on va parler des stratégies managériales et l'humain au centre du mouvement de l'entreprise. Voilà, je pense que vous y trouverez un certain nombre de réponses. Il nous reste maintenant à vous remercier de votre attention, des questions que vous nous avez posées pour alimenter le débat. Vous avez vu qu'aujourd'hui, pendant ce premier talk et pendant tous les talks qui vont suivre, notre but, c'est de vous apporter un éclairage, vous apporter des orientations, mais de rester aussi extrêmement pragmatique, puisque aujourd'hui, de toute façon, il semble absolument important de pouvoir retourner entre guillemets sur le terrain avec des règles, avec des possibilités de pouvoir mieux comprendre, mieux agir, mieux interagir, et ça me semble absolument primordial dans la période dans laquelle on est, où finalement ce qui prime, c'est le fait qu'on ne sait pas et qu'il faut apprendre à vivre avec nos incertitudes et parfois aussi avec nos peurs, ce qui ne doit pas nous empêcher d'agir et d'interagir. Pour terminer, je voudrais introduire rapidement le prochain talk qui aura lieu jeudi, même heure, sur le sens dans l'entreprise. Et effectivement, comme on le disait, cette période nous amène à conduire, comme on l'a dit tout à l'heure, à repenser notre rapport au sens. Pourra-t-on durablement passer sous silence cet aspect des choses? Allons-nous continuer à l'oublier? Eh bien, vous verrez dans ce talk, on vous donnera au cours de la présentation quelques clés pour continuer à bien l'oublier. En tous les cas, de quelle façon les dirigeants et les managers vont devoir s'emparer de cet enjeu qui est absolument essentiel et qui aujourd'hui est un risque de perte de savoir-faire absolument considérable pour les entreprises. Voilà, merci à tous. Merci Hervé aussi pour nos interventions et tout ce qu'on a pu préparer ensemble. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à tout bientôt. Prochain talk, donc jeudi, 11h30. Même lieu, même heure, on vous transmettra le lien pour que vous puissiez vous connecter de la même façon. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à tout bientôt. Merci de votre attention. Merci, bonne journée.